Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche et pour vous interroger à mes côtés, Nicolas Barré des Échos. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et puis le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous. Bonjour. Emmanuel Macron, un président de plus en plus candidat sur les terres des Hauts-de-France. L'opposition dénonce un double rôle et un double jeu. On va bien sûr en parler. Et plus largement, sur quoi, selon vous, Gabriel Attal, va se décider cette élection? Et puis, bien sûr, la 5e vague peut-elle venir bouleverser la donne? En tous les cas, elle secoue fortement l'Europe. On va démarrer par cela. Et tout d'abord, ce sont de vives tensions, des pillages, des violences urbaines qui secouent encore la Guadeloupe. On vient d'entendre dans notre journal, sur fond de protestation contre le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale des soignants. Un renfort du GIGN et du RAID a été annoncé. Est-ce que vous craignez un risque d'embrasement au-delà même du cadre sanitaire? Il y a une situation en Guadeloupe qui est absolument intolérable et inacceptable. D'où est-ce qu'elle vient cette situation? On a eu une vague de virus très forte, vous le savez, aux Antilles l'été dernier, et donc une incitation très forte pour la population à se vacciner. Vous vous souvenez qu'il y avait très peu de vaccinations qui étaient réalisées, que ce soit par les soignants ou par la population en général, l'été dernier. Et vous aviez déjà à l'époque une petite minorité qui instrumentalisait le vaccin, essayait de convaincre les Guadeloupéens, les soignants en Guadeloupe, de ne pas se faire vacciner. Olivier Véran s'était rendu sur place, il m'avait raconté, il avait constaté vraiment qu'il y avait des discours faux, complotistes, qui étaient relayés, des pressions auprès des soignants pour qu'ils ne se fassent pas vacciner. Qu'est-ce qu'on constate depuis? Que la situation elle a très fortement progressé. On a près de 90% des soignants en Guadeloupe qui sont désormais vaccinés. Et donc cette petite minorité qui bloquait par les mots, par les paroles, les personnes qui voulaient se faire vacciner, aujourd'hui, elle s'est radicalisée et elle essaye de les bloquer, de les intimider par la violence. Vous avez des situations inacceptables avec des soignants qui sont menacés, qui sont intimidés, qui voient leur véhicule personnel dégradé. Vous avez des pharmacies qui sont empêchées d'ouvrir, empêchées de travailler, notamment la nuit. Vous avez des ambulances qu'on empêche de passer avec des barrages et des patients qui doivent être dialysés 3 fois par semaine, qui sont bloqués pour aller faire leur dialyse. Mais la réponse ne peut-elle être que sécuritaire? Là, vous envoyez quand même des renforts GIGN et RAID. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse sanitaire? Il y a aussi des soignants qui sont suspendus parce qu'ils ne veulent pas être vaccinés. Il y a des habitants qui sont contre. D'abord, l'écrasante majorité des soignants, elle est vaccinée. Et on revient de très loin. Et on revient de très loin. Il y a encore une très large part de la population qui n'est pas vaccinée. Oui, même si là aussi il y a eu des progrès. Je crois, il me semble qu'on est à peu près autour de 50%. C'est faible par rapport au reste de la France, évidemment, mais il y a eu des progrès là aussi. Mais la réponse, c'est d'abord la fermeté. On ne peut pas accepter qu'il y ait ce type de situation sur le territoire national. Et donc oui, on a envoyé des effectifs supplémentaires. Il y a 2250 effectifs qui sont aujourd'hui à la disposition du préfet, dont 50 agents du RAID et du GIGN qu'on a envoyés, qui doivent arriver aujourd'hui sur place pour mettre fin à ces situations inacceptables. Ensuite, évidemment qu'il faut poursuivre le dialogue, et notamment avec les élus. C'est pour ça que demain, le Premier ministre Jean Castex, accompagné d'une partie du gouvernement, recevra les élus de la Guadeloupe pour échanger avec eux et pour aller vers l'apaisement. Donc fermeté, et puis il y a, Mathieu Bock-Côté, vous allez en parler, les protestations ailleurs en Europe. Mais exactement, un peu partout en Europe, on le voit en ce moment, aux Pays-Bas, ça a dégénéré, c'est le moins qu'on puisse dire, reconfinement en certains lieux. On parle de la question appelons ça de l'inquiétude pour un reconfinement plus généralisé s'étend en Europe aujourd'hui. Est-ce que les Français doivent s'inquiéter aujourd'hui de la possibilité d'un reconfinement dans les prochains temps? On a une situation aujourd'hui avec une 5e vague et des éléments qui peuvent à la fois nous inquiéter et en même temps qui peuvent nous rendre confiants. Ce qu'on constate, c'est que cette 5e vague, elle démarre de façon fulgurante. On a une augmentation des cas sur une semaine qui est de quasiment 80%. Je crois qu'on est à 17 000 cas par jour en moyenne. On a un taux d'incidence qui est estimé aujourd'hui à 164 pour 100 000 habitants. Il était à 100 en début de semaine, lundi dernier. Donc on voit qu'il y a une augmentation très forte des contaminations. Mais on sait aussi en France qu'on a d'abord une très large couverture vaccinale. Les Français se sont massivement fait vacciner. On est plutôt en avance par rapport à nos voisins sur le rappel de vaccination. On y reviendra peut-être, même si ce n'est pas encore suffisant. Il faut que les Français concernés continuent à aller faire le rappel, et qu'on a le pass sanitaire qui est en place en France depuis cet été, et que la plupart des pays qui nous entourent l'ont mis en place après. Donc on part d'une situation plus basse que la plupart de nos voisins. Vous dites, Gabriel Attal, que le pass sanitaire empêchera un confinement des non-vaccinés. Vous dites que cet outil permet en France, exclut cette décision d'un confinement des non-vaccinés. Parce que la logique du pass sanitaire, c'est quoi? C'est de faire peser sur les non-vaccinés les contraintes plutôt que sur les vaccinés. Et ça, on l'a fait dès cet été. D'ailleurs, on avait été critiqué par une partie de l'opposition pour avoir fait ce choix. On était un des premiers pays à le faire.
La plupart des pays ensuite nous ont suivis. Ils ont adopté le pass sanitaire. Mais nous, ce choix-là de dire les contraintes, on préfère les faire peser sur les personnes non vaccinées plutôt que sur les personnes vaccinées, on l'a fait dès cet été. Ce qui explique qu'on a une situation... Sur le pass sanitaire quand même, est-ce que vous n'êtes pas un peu déconnecté? Parce que dans la vraie vie, vous savez très bien qu'il y a des tas d'endroits où on ne vous demande plus le pass sanitaire. Il y a une fois sur deux au restaurant où on ne le demande pas. Vous savez aussi qu'il y a des trafics, des gens qui font des screenshots de leur QR code, qui se les échangent, etc. Et donc finalement, s'il n'y a pas plus de contrôle, le pass sanitaire est assez inefficace. Vous avez raison, on avait eu un certain nombre de remontées effectivement ces dernières semaines sur une diminution du nombre de contrôles et sur un certain relâchement dans certains établissements recevant du public qui ne demandaient plus le pass sanitaire. C'est pour ça que le président de la République, dans son allocution il y a à peu près 2 semaines, est intervenu et a dit qu'il demandait au gouvernement qu'on augmente les contrôles. Et les contrôles ont augmenté. Si je peux vous donner, pas trop, quand même. Je peux vous dire que ça se voit sur le terrain. Vous avez des chiffres? Oui, je peux vous donner des chiffres. Si on prend les 4 premiers jours de cette semaine, il y a eu près de 70 000 contrôles de personnes et plus de 4 300 contrôles d'établissements recevant du public. C'est une augmentation de 102% par rapport aux contrôles qu'il y avait eu les 4 premiers jours de la semaine précédente. Donc vous voyez bien que les contrôles augmentent. Il y a des verbalisations aussi qui ont lieu, que ce soit pour des personnes qui présentent un pass sanitaire frauduleux ou qui n'en ont pas, ou pour des établissements recevant du public qui ne demandent pas le pass. Donc oui, c'est clair qu'on augmente les contrôles parce que ce pass, il doit absolument être respecté. En quoi est-il, c'est une vraie question, est-il utile aujourd'hui? Est-ce que vous n'êtes pas en train de fétichiser le pass sanitaire? Vous dites que les contaminations explosent. Notre situation, même si elle est meilleure que d'autres pays, quand même, nous sommes sur une courbe, vous l'avez dit, d'une 5e vague forte. En quoi est-il utile? D'abord, le pass sanitaire, c'est probablement une des raisons qui explique que cette 5e vague ait démarré plus tard chez nous que chez un certain nombre de nos voisins, et ensuite qu'on parte d'aussi bas. Parce que ces mesures, la vaccination, le pass sanitaire, c'est quand même ce qui a permis la décrue très forte qu'on a observée cet été au moment de la 4e vague, et qu'on part d'un niveau plus bas que la plupart de nos voisins. Ensuite, il y a des éléments scientifiques intéressants. Olivier Véran, il y a quelques jours, citait une étude qu'on appelle Comcor, qui montre que depuis la mise en place du pass sanitaire, on n'observe plus dans les lieux où le pass sanitaire est demandé, notamment les restaurants, en tout cas on n'a pas observé après l'été, de surcontamination par rapport aux autres lieux. Donc on voit que le pass sanitaire... Donc vous dites que la 5e vague est portée par les non-vaccinés? On constate effectivement plus de contamination chez les non-vaccinés que chez les vaccinés. Il y a aussi des vaccinés qui sont contaminés. C'est la responsabilité des non-vaccinés. Ce qu'on sait, c'est que la vaccination, elle permet de réduire d'abord drastiquement le risque de faire une forme grave. Elle permet de réduire aussi le risque d'être contaminé, mais dans une moindre mesure. Et donc oui, on a, je pense, tous autour de nous des exemples de personnes qui ont été vaccinées et qui sont contaminées. On sait que ça peut arriver, mais ça permet de réduire les risques. Et c'est probablement d'ailleurs ce qui va motiver aussi l'extension du rappel de vaccination, parce qu'on voit bien que le rappel de vaccination... Pourquoi vous l'ouvrez pas à tous ceux qui le souhaitent finalement, plutôt que de faire des tranches d'âge, décembre, etc., et des dates un peu aléatoires? On a toujours suivi les recommandations scientifiques et sanitaires sur la campagne de vaccination, ce qui nous a amené à ouvrir la vaccination par étapes. Ce qu'on nous a dit d'abord sur le rappel de vaccination, c'est qu'il permettait à des personnes fragiles, donc les plus âgées ou des personnes qui sont malades, de rester à un haut niveau de protection contre les formes graves. Parce qu'on constate qu'au bout de 6 mois, l'immunité conférée par le vaccin peut diminuer et donc on peut avoir davantage de risques de faire une forme grave. C'est pour ça qu'on a ouvert au début du mois de septembre le rappel de vaccination aux plus de 65 ans. D'autres pays ont déjà ouvert la 3e. La question, c'est que vous l'avez déjà dans les tuyaux, dans votre agenda, donc dites-le ce matin. Je vais y venir. Ensuite, vous avez des scientifiques. Je lisais une interview aujourd'hui dans le JDD de Victoria Kolitza, qui est une épidémiologiste reconnue dans le cadre de cette épidémie, qui dit que finalement, la littérature scientifique aujourd'hui, les données dont nous disposons par exemple en Israël ou dans d'autres pays qui ont ouvert le rappel de vaccination à d'autres populations, montrent que le vaccin peut agir d'une certaine manière comme une mesure barrière. C'est-à-dire que quand vous faites votre rappel de vaccination, vous diminuez aussi drastiquement dans un temps qui suit le risque d'être contaminé. Mais là, on vous demande la décision politique. Pourquoi vous n'assumez pas de dire la 3e dose pour tous les publics adultes, parce que d'autres pays l'ont fait et que c'est prévu? Et d'abord, on l'a étendu, puisque le président de la République l'a annoncé, aux plus de 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, 80% des personnes en réanimation, elles ont plus de 50 ans. Ensuite, la question de l'étendre ensuite à l'ensemble de la population qui a été vaccinée, évidemment qu'elle se pose, évidemment que les avis scientifiques qu'on reçoit, notamment la Haute Autorité de Santé qui nous a remis un avis il y a 2 jours, ou des études scientifiques comme celle de Madame Kolitza, ou des interventions de scientifiques, évidemment que c'est des choses dont on tient compte. On aura un conseil de défense la semaine prochaine. Vous avez le stock de vaccins, donc vous pourriez l'ouvrir très facilement. Bien sûr, on dispose des doses, on dispose des professionnels qui peuvent vacciner. Je rappelle simplement que le rappel de vaccination, il est recommandé pour des personnes qui ont été complètement vaccinées il y a plus de 6 mois.
et que l'essentiel des En personnes Autriche, ils sont descendus à 4 mois. et que l'essentiel des personnes qui ont moins de 50 ans, elles ont été vaccinées quand? Elles ont surtout été vaccinées au mois de juin, de juillet. Donc on n'est pas encore dans les 6 mois. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de retard de ce point de vue-là. La question que l'on se pose ce matin, c'est comment vous croire? Parce que ce que vous dites aujourd'hui peut être tout à fait contredit. Dans 2 semaines, vous allez nous dire l'inverse. On a pris l'exemple de ce qu'a dit le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur le pass sanitaire qui ne serait pas lié à la 3e dose. Il l'avait dit, il l'avait assuré. Finalement, ce n'est pas le cas. En quoi ce que vous dites aujourd'hui, vous n'avez pas vous-même vous contredire dans quelques semaines? Sonia Mabrouk, ça fait 18 mois qu'on vit avec cette épidémie. 18 mois qu'on sait que ce virus, c'est effectivement une leçon d'humilité pour l'ensemble des responsables politiques. Qu'on ne sait pas tout, que ce virus, il a toujours eu plus d'un tour dans son sac. Et c'est vrai dans le monde entier. Je veux dire, vous pouvez prendre tous les pays du monde, vous pouvez regarder ce qu'ont dit les membres du gouvernement, vous donner des informations parce qu'on doit faire la transparence. Alors pourquoi donc vous disposez à un moment sur T. certaines choses et puis ensuite J'essaye de l'être le moins possible. Et d'ailleurs, quand je ne le suis pas, parfois on peut vous le reprocher. Quand on vous demande si vous excluez totalement telle mesure et que vous dites moi je peux rien exclure par principe, précisément parce que cette épidémie, elle a pu nous jouer des tours, on vous dit regardez, il n'a pas exclu telle mesure, ça veut dire que ça va arriver, etc. Il y a cette tension pour les responsables politiques depuis le début de cette crise. Et cette crise, elle a mis fin au mythe de l'omniscience en politique. Voilà, on ne sait pas tout. On ne peut pas tout savoir. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de prévoir et c'est surtout d'être transparent et de donner les informations dont on dispose en temps réel. Moi, c'est ce que je m'attache à faire. Alors, permettez-moi de vous ramener un instant sur la question du pass sanitaire, au-delà de son aspect pragmatique. J'entends dans les circonstances, il sert. Plusieurs, néanmoins, qui ne sont pas des anti-vax, qui ne sont pas des complotistes, s'inquiètent néanmoins du type de société qu'installe ce pass sanitaire. C'est-à-dire comme s'il pouvait survivre à la crise, c'est une forme de société de contrôle un peu. Comprenez-vous ces inquiétudes liées au pass sanitaire, au-delà, comme je dis, des discours complotistes et ainsi de suite? Mais on n'a jamais été des adorateurs du pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est un mal nécessaire pendant que cette épidémie circule. Évidemment que dès qu'on pourra s'en débarrasser, on s'en débarrassera. Mais enfin, ceux qui portent une vision de la société différente de la nôtre, je le crois, c'est plutôt les antipasses que ceux qui respectent le pass sanitaire. On a un front depuis maintenant plusieurs mois, Philippot, Le Pen, Mélenchon, Francis Lalanne, qui eux proposent une autre société. Qui eux nous proposent quoi? Une société où les droits vont sans les devoirs, où la solidarité, elle va sans la responsabilité, où l'État n'a pas à être protecteur pour tous. Le pass sanitaire qu'on nous propose... Non, il propose d'autres solutions en tous les cas pour je veux dire, aujourd'hui, l'alternative au pass sanitaire, excusez-moi, mais c'est plutôt le confinement. Voilà, le pass sanitaire, c'est ce qui nous a permis cet été, avec des très hauts niveaux d'incidence, de ne pas avoir à reconfiner. Il y a une panoplie aussi. C'est pas tout ou rien. C'est pas tout ou le confinement. Ce que je vous dis, c'est que cet été, on a eu des très hauts niveaux d'incidence, beaucoup de contamination. Si on n'avait pas mis en place le pass sanitaire à ce moment-là, probablement qu'on aurait eu à reconfiner à ce moment-là. Et j'espère que le pass sanitaire, parce que les contrôles augmentent, parce que les Français le respectent dans leur quasi-totalité, va nous permettre aussi de traverser l'hiver comme nous avons traversé l'été. Eh bien, on va en parler. On marque une courte pause. On va continuer quand même sur ce sujet. C'est important. C'est aussi une période de fête familiale qui arrive à Noël pour les citoyens. Et puis, le président, de plus en plus candidat sur les terres de l'opposition. On va en parler. Restez avec nous. Europe 1 et CNews, on revient. En direct, bien sûr, avec notre invité, le porte-parole du gouvernement. On poursuit sur la situation sanitaire avec votre question, Nicolas Barré. Et les stations de ski qui rouvrent, certaines même dès ce week-end, avec ou sans passe sanitaire, Gabriel Attal? Là-dessus, il y a un protocole sanitaire qui a été décidé en lien avec les responsables des stations de ski, en lien avec les élus locaux. Jean Castex avait eu l'occasion de l'annoncer. Il y a des mesures qui ont déjà été annoncées sur le port du masque, etc. Et puis sur le pass sanitaire, ce qui avait été acté avec les représentants des stations de ski, c'est qu'il deviendrait nécessaire dès lors que le taux d'incidence au niveau national serait au-dessus de 200 pour 100 000 habitants. Vous voyez bien qu'aujourd'hui on est à 164, donc probablement qu'on y sera. Voilà, donc maintenant je pense qu'il y a des solutions qui seront trouvées évidemment au niveau local et en lien avec le ministère de la Santé et le ministère du Tourisme pour que ça puisse se mettre en place de la manière la plus simple possible. Mais ça semble inéluctable pour vous, compte tenu des chiffres et de la rapidité de l'augmentation, le niveau d'incidence où on en est aujourd'hui, oui, probablement qu'on passera les 200 pour 100 000 habitants dans les prochains jours, puisque je vous disais qu'on était lundi à 100 pour 100 000 habitants, qu'on est aujourd'hui à 164 pour 100 000 habitants. Encore une question, vous avez parlé tout à l'heure, Gabriel Attal, des discours complotistes. Mais à côté des discours complotistes, il y a quand même des interrogations légitimes. Il ne faut pas les balayer d'un revers de main, à la fois sur les effets secondaires. Vous voyez passer parfois des vidéos sur les réseaux sociaux de personnes qui font état d'effets secondaires. Il y a également de vraies interrogations sur aujourd'hui la contamination des personnes vaccinées et qui peuvent aussi parfois se retrouver à l'hôpital. Comment rassurer cette partie de la population qui n'est pas du tout dans le complot, mais qui a des interrogations légitimes? Attendez, moi je n'ai jamais accusé
toutes les personnes qui pouvaient être inquiètes, avoir des doutes, d'être des irresponsables ou des complotistes. Ce que je dis, c'est qu'il y a des personnes qui sont complotistes, qui sont responsables et qui sèment la peur et qui relaient des fausses informations. Comment rassurer les personnes? C'est en étant transparent sur ce que nous savons aujourd'hui de l'épidémie et de l'efficacité du vaccin. Je veux dire maintenant, l'ensemble des études scientifiques le montrent que le vaccin est redoutablement efficace pour limiter les formes graves. Et regardez même ce qui se passe à l'international. Il n'y a pas une barrière ni une frontière contre la contamination. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Ça réduit le risque d'être contaminé. Ce qu'on voit, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça le réduit moins, d'où l'intérêt aussi du rappel de vaccination, comme le disent un certain nombre de scientifiques. Mais le fait est que si vous avez, par exemple, en Autriche, un nombre de cas qui est aujourd'hui 2 fois ce qu'il était au pic de leur épidémie, c'est-à-dire il y a 1 an, et un nombre d'hospitalisations qui est pourtant 2 fois moins important, c'est notamment parce que le vaccin fonctionne, limite les formes graves, et qu'il permet d'empêcher la vague de devenir un tsunami à l'hôpital. C'est ça l'efficacité du vaccin. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à se faire vacciner, à faire le rappel de vaccination quand on y est éligible. C'est très important. On a aujourd'hui 5 300 000 personnes en France qui ont fait leur rappel. Et moi, je redis encore une fois à tous ceux qui ont plus de 65 ans, à tous ceux qui ont, quel que soit leur âge, une maladie comme obésité, cancer, maladie respiratoire, maladie cardiovasculaire, n'attendez pas pour aller faire votre rappel de vaccination dès lors que vous avez 6 mois après votre 2e dose. Cette situation sanitaire, cette reprise épidémique va-t-elle bousculer la donne de la campagne? Emmanuel Macron est en tous les cas en déplacement dans les Hauts-de-France. Une tournée dans les fiefs de Xavier Bertrand et Marine Le Pen, encore au même endroit, mais enfin, je veux dire, le président, il peut aller partout. Mais est-ce que vous pouvez dire clairement qu'il est président candidat? Il a fait depuis le début de son quinquennat, je crois, plus de 400 déplacements. C'est pas nouveau que le président se déplace sur le terrain. Et c'est très bien qu'il se déplace sur le terrain. Attal. Vous avez des régions par ailleurs qui sont davantage marquées que d'autres sur un certain nombre de sujets et par un certain nombre de difficultés. Comme par hasard. On sait que la région Hauts-de-France, sur des enjeux de santé, sur des enjeux industriels, sur des enjeux d'aménagement du territoire, sur des enjeux de sécurité, de migration aussi, c'est une région qui est plus marquée que d'autres régions par ses difficultés. Donc c'est normal que le président se rende là où il y a le plus de difficultés. Nous sommes d'accord que ce sont les régions, les fiefs également, Xavier Bertrand et Marine Le Pen, vous pouvez le dire. Et dans ce cas-là, c'est une campagne qui s'engage face à des opposants. C'est une région pour laquelle on agit depuis le début de ce quinquennat. Si on prend le sujet industriel, si on a sauvé Ascoval, si on a sauvé Arc, c'est parce que le gouvernement s'est mobilisé. Pourquoi ne pas dire on le sait, dans la Ve République, souvent le président est forcément candidat. Pourquoi ne pas le dire? Mais Sonia Mabrouk, il est sur le terrain. L'élection présidentielle, elle est dans 5 mois. Vous avez vu la situation qu'on a évoquée à l'instant sur le volet sanitaire, mais aussi sur le volet économique. C'est normal que le président de la République, il préside, qu'il prenne les décisions nécessaires pour notre pays. Je vais vous dire, ça serait presque plus simple pour lui d'être candidat aujourd'hui plutôt que président, ou davantage candidat que président. C'est sûr qu'il y aurait moins de décisions difficiles à prendre. Quand on prend la décision sur la réforme de l'assurance chômage pour inciter à la reprise de l'activité, qu'on se fait pour cela très fortement critiquer par un certain nombre de responsables politiques de gauche, c'est des décisions qui sont difficiles, qu'il prend en tant que président, mais il le fait parce que c'est dans l'intérêt du pays. La campagne, ça viendra en son temps. Moi, évidemment, je souhaite que le président soit candidat et je souhaite qu'il soit réélu. L'opposition l'accuse aujourd'hui d'être en campagne avec le carnet de chèques des Français. C'est l'expression qui est utilisée. C'est vrai que quand on regarde, vous avez eu ce week-end une annonce d'un plan tourisme à 2 milliards. Il y a eu juste avant une annonce pour soutenir les artistes avec des commandes publiques. Vous aviez eu cette semaine 1,9 milliard pour l'hydrogène. Marseille, il y a quelques semaines, un plan à 34 milliards pour l'investissement, etc. Donc on a effectivement l'impression qu'il dépense beaucoup d'argent, qu'il engage beaucoup d'argent public pour soutenir sa candidature. C'est pas une impression, c'est Noël avant l'heure. D'abord, vous avez un certain nombre de ces dépenses qui sont des dépenses issues du plan de relance qui a été annoncé il y a plus d'1 an à 100 milliards d'euros. Et puis ensuite, moi, je veux dire, ceux qui critiquent des dépenses ou des annonces d'investissement, mais qui nous disent ce qu'il faudrait pas faire. Il ne faudrait pas soutenir les Français, les classes moyennes qui sont victimes de l'inflation. Valérie Pécresse, vous dites que vous avez cramé la caisse, que vous utilisez, on ne dit pas que ce n'est pas bien, nous ne sommes pas sur ce sujet-là. Vous utilisez le carnet de chèques des Français aujourd'hui. C'est pour ça que la question du président candidat n'est pas que politique. Aujourd'hui, on fait des investissements pour permettre à notre pays de repartir plus fort et plus vite. Si on n'avait pas les résultats économiques dont on dispose aujourd'hui, c'est-à-dire une croissance en 2021 à 6,25%, locomotive en Europe, si on n'avait pas une baisse du chômage avec un chômage qui est au plus bas depuis 15 ans, je pourrais entendre un certain nombre de critiques. Enfin, il n'empêche que le quoi qu'il en coûte et la politique économique de ce gouvernement, elle montre des résultats en termes de relance économique. Moi, ce que je leur demande simplement, c'est quand ils disent « vous dépensez trop », qu'ils nous disent où il n'aurait pas fallu dépenser.
Il n'aurait pas fallu faire le quoi qu'il en coûte et soutenir nos entreprises. On sait très bien que l'argent qu'on a mis sur le quoi qu'il en coûte, on l'aurait dépensé 2 ou 3 fois dans les années à venir. La question, c'est que nous, les Français, c'est nous qui l'ont payé. Ils présentent surtout des dépenses plutôt que des sources d'économie. Excusez-moi, mais ils ont été aux responsabilités au moment de la crise de 2008. Et qu'est-ce qu'on a vu? Il y a combien d'années? Vous n'allez pas nous faire... Sonia Mabrouk, vous êtes au pouvoir je parle simplement des faits. Ils ont été aux responsabilités au moment de la crise de 2008. On a vu la dette exploser dans le quinquennat où ils étaient aux responsabilités. Ils disent qu'on a cramé la caisse, ils ont fait sauter la banque à l'époque. Et ils sont en train de nous donner des leçons. Qui a remis notre pays sous les 3% de déficit public au début de ce quinquennat? C'est Emmanuel Macron. Les candidats LR, en général, ne critiquent pas le quoi qu'il en coûte passé. Ce qu'ils critiquent, c'est les dépenses nouvelles qui sont annoncées là, ces jours-ci. Et les dépenses nouvelles, c'est quoi? Vous parliez du plan France 2030. C'est des dépenses d'investissement pour que notre pays puisse être à la pointe d'un certain nombre de secteurs économiques. Pour que les Français soient davantage indépendants pour se chauffer, pour s'éclairer, pour se déplacer, pour qu'on crée des emplois dans notre pays. C'est ça le plan de relance et c'est ça le plan France 2030. Si ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que sous prétexte qu'il y a une élection présidentielle dans 5 mois, il faudra mettre le pays sur pause, arrêter de faire des réformes, arrêter d'investir dans un certain nombre de secteurs, qu'ils le disent. Mais je ne crois pas que c'est ce qu'attendent les Français. Moi, je crois que les Français, ils attendent qu'on agisse. Passons de 2008, la crise, à 2022, la prochaine présidentielle. Alors, quelle sera, selon vous, la grande question qui structurera la présidentielle de 2022? Vous me direz qu'il y en aura 50, il y en aura plusieurs, mais quel sera le grand clivage de la présidentielle de 2022? Moi, c'est difficile de répondre à cette question. Et moi, je n'ai pas la prétention de dire que je connais le grand débat qui sera celui de la présidentielle. Encore une fois, on n'est pas encore dedans. Mais ce qu'on évoquait... Vous l'êtes beaucoup quand même. Mais ce qu'on évoquait... Emmanuel Macron a déjà parlé par exemple de la lèpre populiste. Il a parlé plus récemment du camp nationaliste pour parler du camp d'en face. Est-ce que pour vous, c'est un clivage autour de cette question? Non, moi je pense que ce qu'on évoquait à l'instant sur la question de l'investissement et sur la question de est-ce qu'on croit finalement que notre pays a encore vocation à être pionnier, à être leader sur un certain nombre de secteurs, à être à l'origine de progrès pour les Français, ça peut être une belle question. Aujourd'hui, vous avez une espèce de tenaille entre une extrême droite qui vous explique que c'était mieux hier et une extrême gauche qui vous explique que ça sera pire demain. Et moi, je refuse cette tenaille. Moi, je crois profondément. Vous ne réduisez pas un peu la classe politique quand même? Non, moi, je crois profondément qu'on peut construire la prospérité de demain avec un nouveau modèle de croissance qui respecte l'environnement et avec un certain nombre d'investissements qui permettent à notre pays d'être pionnier. Moi, je refuse qu'on nous explique d'un côté que c'était mieux hier, de l'autre côté que ça sera pire demain, parce que je pense que ça déprime profondément, ça peut profondément déprimer nos concitoyens. Et c'est pas la réalité. La France, elle en a encore sous le pied. Et avec vous, en quoi cela a été mieux depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Il y a un grand nombre de progrès qui ont été permis par ce quinquennat. Les Français vivent mieux aujourd'hui, même les plus modestes. On s'est engagé, Sonia Mabrouk, pour réduire les fractures dans notre pays. Évidemment que c'est difficile. Évidemment qu'on a dit depuis le début que ça prendrait un certain temps et que d'ailleurs un certain nombre de mesures qu'on prenait avaient vocation à avoir des effets sur le long terme. Mais enfin, la première fracture contre laquelle on a lutté, c'est la fracture entre la France qui travaille et la France qui ne travaille pas. On a un taux de chômage aujourd'hui qui est au plus bas depuis 15 ans. La deuxième fracture, c'est entre la France qui vit de son travail et la France qui ne peut pas vivre de son travail, qui a du mal à boucler les fins de mois. On a fait des progrès considérables, notamment pour ceux qui travaillent au SMIC, qui ont les plus bas salaires, qui aujourd'hui bénéficient grâce à nos mesures d'un 13e mois et d'un quasi 14e mois. La fracture entre les territoires ruraux et les territoires urbains. 1800 maisons France Service qui ont ouvert pour accéder aux services publics. La 4G qui se déploie partout en France. On ne vous arrête plus sur ce sujet, vous allez nous le faire non, mais vous me demandez les progrès qui existent pour les Français depuis 4 ans. Selon vous, qui va structurer cette campagne? Vous nous avez répondu sur le plan social qui est essentiel. On vous interrogera aussi. Et ce matin, c'est Gérald Darmanin qui lance l'offensive sur la sécurité. Il y a le débat des LR ce soir. Vous nous direz ce que vous en pensez. Une courte pause et on se retrouve avec Mathieu Bocoté et Nicolas Barret. En chant direct, c'est le porte-parole du gouvernement. Ce soir, Gabriel Attal aura lieu sur nos antennes CNews et Europe 1, le 3e débat des Républicains. Il est déterminant parce que tout se cristallise en ce moment et tous ces candidats ironisent sur un président aujourd'hui à droite toute qui fait campagne à droite. En quoi ont-ils tort? C'est des choses qu'on entend depuis le début de ce quinquennat. Certains essayent de ranger le président à droite, d'autres à gauche. Je veux dire, si parler de la question du travail et de l'incitation à travailler, de la méritocratie, c'est être de droite, moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà, moi je viens de la gauche, je suis attaché à la valeur travail, à la méritocratie. Si parler de la réduction des déficits publics, c'est être de droite, je ne suis pas d'accord non plus. Être responsable avec les finances de notre pays, ça n'a pas vocation à être le monopole de la droite. Le président, il avance, encore une fois, sur... Les deux jambes. Mais la question sur le travail, elle est plus précise. C'est-à-dire que les candidats de droite disent, mais il reprend exactement notre même discours sur la valeur travail, sur la société de travail, sur le fait que le travail doit payer davantage que l'assistance. C'est ça ce qu'ils pointent comme finalement un président qui est venu sur leur terre et sur leurs propositions. Les discours, c'est bien, mais les actes, c'est mieux.
Je veux dire, si le président parle de ce sujet-là, c'est précisément parce qu'on agit depuis le début de ce quinquennat et qu'on a des résultats. Encore une fois, le chômage est au plus bas depuis 15 ans. On a augmenté la rémunération du travail et l'incitation à travailler. On met en œuvre en ce moment, c'est difficile, la réforme de l'assurance chômage, précisément pour qu'on gagne toujours plus en travaillant qu'en ne travaillant pas. Ils en ont beaucoup parlé de hausse de salaire qu'en ce moment. Effectivement, oui, bien sûr, mais vous avez entendu d'ailleurs les responsables du patronat qui en ont parlé. Il y a un certain nombre de conventions de branche qui ont été signées. Il y a des discussions en cours qui sont en train d'aboutir, je crois, dans le secteur de la restauration. Donc évidemment qu'il y a ce travail-là aussi qui est mené. Mais je veux dire, les discours, c'est bien. Non. Les actes, c'est mieux. Vous sentez la société qui se droitise et vous épousez en fait le. Mais moi, je suis pas. Franchement, Sonia Mabrouk, je vous le dis, je suis pas d'accord avec cette idée qu'il y aurait un certain nombre de valeurs et d'enjeux fondamentaux pour les Français qui seraient le monopole de la gauche ou de la droite. Vous entendez des gens qui vous disent faire une politique en faveur de l'environnement, c'est être de gauche. Heureusement que non. Heureusement que défendre l'environnement, protéger la nature, ça n'a pas vocation à être le monopole d'un camp politique. De même pour la sécurité. Allons sur une question qui perce en ce moment, néanmoins plus à droite qu'à gauche peut-être, l'inquiétude identitaire, la question de l'immigration, la question de la sécurité. Les Républicains cherchent à s'emparer de ce terrain et marquer leur différence justement avec Emmanuel Macron sur ces questions. Est-ce que vous reconnaissez la légitimité de cette angoisse identitaire qui prend plusieurs visages, mais qui perce aujourd'hui dans la société française? Mais moi, j'entends parfaitement que les Français déplorent que depuis un certain nombre d'années, ça va bien au-delà du quinquennat d'Emmanuel Macron, on a du mal en France à faire appliquer nos règles en matière d'immigration. Nos règles, c'est quoi ? C'est tout bête, c'est de dire que des personnes qui ont vocation à être accueillies en France, elles doivent être intégrées. C'est-à-dire qu'elles doivent parler la langue, qu'elles doivent respecter nos lois et qu'elles doivent travailler. Vous dites intégration ou assimilation et que des personnes qui n'ont pas vocation à rester en France, elles soient reconduites à la frontière. C'est ça nos règles. Vous parlez de la langue. Juste une question. Vous parlez d'intégration, donc la langue, le respect des règles et travailler. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu plus que ça dans l'inquiétude identitaire aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas l'idée de prendre les mœurs françaises, prendre la culture française? Mais bien sûr que si, Mathieu Bocoté, j'entends parfaitement. Moi, ce que je vous dis, c'est que nous, notre priorité, c'est de faire respecter nos règles. On a fait voter pour ça une loi en 2018, avec des mesures très fortes, pour réduire un certain nombre de délais de procédure, pour augmenter la durée de rétention dans les centres de rétention administratifs, et pour pouvoir davantage faire respecter nos règles. Qu'est-ce qu'on a constaté qu'entre 2018 et 2019, on a eu des résultats sur ce volet-là. Ensuite, vous avez eu la crise sanitaire, qui a tout gelé en termes de migration, les entrées comme les sorties. Et là, maintenant, on essaye, maintenant que la situation sanitaire s'est entre guillemets améliorée, en tout cas c'était le cas ces derniers mois, de faire respecter à nouveau nos règles. C'est difficile, notamment avec un certain nombre de pays du Maghreb. C'est pour ça qu'on a pris des mesures sur les visas. Gérald Darmanin revient sur la sécurité, sur l'immigration, en vantant son bilan, mais la question est celle. Vous avez dit intégration, d'autres disent assimilation, et c'est finalement un vrai projet pour la suite. Vous êtes à l'aune d'une campagne. Certains parlent beaucoup d'histoire aujourd'hui, n'hésitez pas à parler d'histoire. Est-ce que vous pouvez vous emparer de ce sujet ou alors vous dites non, la campagne se joue sur l'environnement, sur des mesures et pas sur l'histoire, la culture ou l'identité de la France? C'est évidemment les deux, Sonia Mabrouk. Moi, je pense que les Français, ils sont en attente de progrès très concrets dans leur vie, qui sont en attente de progrès très concrets pour l'environnement aussi, mais évidemment qu'ils ont besoin d'un projet de société. C'est celui qu'on cherche à leur apporter depuis le début de ce quinquennat. Évidemment que ça sera un enjeu. Évidemment, dans cette présidentielle, des choses ont évolué. Évidemment, dans cette présidentielle se posera la question du renouvellement de notre contrat social. On voit qu'il y a des tensions autour de la question des droits et devoirs dans notre pays, qu'il y a des tensions autour de la question de l'autorité, que depuis l'école jusqu'à des actes de délinquance qu'on constate dans un certain nombre de territoires. Évidemment que cette question-là sera au cœur de l'élection présidentielle. Et je peux vous dire que le moment venu, quand on sera en campagne, on aura des choses à dire et à proposer. Et aussi, je crois, un bilan sur lequel on pourra s'appuyer. On n'avait pas vocation et on n'a jamais dit qu'on pourrait régler tous les problèmes de notre pays en quelques années, mais je crois profondément qu'on a engagé sur ces sujets d'immigration, de sécurité, d'autorité, des mesures très fortes qui commencent déjà à produire leurs effets. Gérald Darmanin, ce matin, dans Le Parisien, dans une interview, montre un certain nombre de résultats sur le bilan sécuritaire, avec une diminution très forte des cambriolages, une diminution des règlements de compte à Marseille, des tensions d'armes à feu. Vous voyez les chiffres, on peut leur donner beaucoup de on peut aussi les expliquer un certain nombre de cas. Quand on a une action aussi forte que la nôtre sur la lutte contre le trafic des stupéfiants et qu'on a effectivement en face, que ce soit à Marseille ou plus récemment à Alençon, des trafiquants qui répliquent, des règlements de compte parce que leur terrain se réduit et donc ils se battent pour pouvoir garder le bout de terrain qu'il leur reste pour le moment, je peux vous dire que c'est sûr que ça entraîne des règlements de compte. Mais il y a une action très forte et je pense qu'on n'a pas à rougir de ce bilan-là non plus. Il y a un sujet sur lequel vous êtes interpellé. Il y a 35 sociétés de journalistes de tous bords, ça va de Libération au Figaro en passant par l'AFP, qui vous sollicitent.
en disant qu'ils sont soumis à des menaces de la part de l'extrême droite. Il cite notamment le journal Sud-Ouest qui a été prié de quitter une réunion publique d'Éric Zemmour. Est-ce que vous allez intervenir ? On intervient, vous savez, depuis le début du quinquennat, là aussi, sur des groupements, des associations d'extrême droite qui sont à l'origine de discours violents ou de violences. On a dissous en Conseil des ministres un certain nombre de groupements d'extrême droite. Je pense à Blood and Honor Hexagone, je pense au Bastion Social, je pense à Génération Identitaire, je pense à l'Alvarium, c'était mercredi en Conseil des ministres, un groupement d'extrême droite situé à Angers qui avait des discours extrêmement violents. On les a dissous en Conseil des ministres. On a doublé les effectifs de la plateforme Pharos qui permet de signaler des menaces, des contenus de haine sur Internet. Et évidemment qu'on va continuer à mener ce combat. Vous évoquez les menaces d'extrême droite. Il y a aussi une censure qui vient de gauche. Geoffroy Lejeune, invité de Valeurs Actuelles, invité à faire une conférence à Sciences Po, finalement a été désinvité parce que trop à droite et trop sulfureux. C'est cette culture woke dont on parle de plus en plus. Est-ce que ça vous inquiète aussi la censure lorsqu'elle vient de gauche ? Moi, si vous me demandez si je suis contre la censure, évidemment. Dans le cas de Geoffroy Lejeune. Moi, je souhaite que dans le débat démocratique, c'est pas normal qu'un journaliste à Sciences Po Paris. Je ne vais pas me prononcer sur une situation précise dont je n'ai pas connaissance. Mais moi, ce que je dis, on vous confirme, il n'a pas pu aller dans l'établissement Sciences Po Paris parce que on a vu dans un certain nombre d'universités qu'il pouvait y avoir des pressions pour que des personnes ne puissent pas s'exprimer. François Hollande avait été empêché de s'exprimer. On a des pièces de théâtre aussi qui avaient été empêchées d'être jouées, notamment à la Sorbonne. Évidemment que je suis résolument opposé à ce type de méthode. Et évidemment quel que soit le courant politique. Mais quel que soit le courant politique, évidemment, dès lors qu'il respecte évidemment les lois et les principes de la République. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer dans le débat démocratique. C'est ça la démocratie et c'est aussi une des valeurs fondamentales de notre pays. Donc évidemment, ça doit être respecté. Oui, mais ça ne l'est pas. Quand ça ne l'est pas, ça appelle condamnation, évidemment. Ça appelle un travail dans chaque université, dans chaque école, pour que ça ne puisse pas se reproduire. L'ex-secrétaire d'État au sport de François Fillon, sous Nicolas Sarkozy, Ramayad, dont on n'avait pas entendu parler depuis longtemps, qui vit désormais aux États-Unis, affirme, je cite, avoir vécu comme une micro-agression de devoir passer à Paris devant la figure de Colbert, ce grand ennemi de la liberté dont la statue est devant l'Assemblée. Comment vous réagissez à cela ? Moi, je mets dos à dos ceux qui veulent effacer l'histoire et ceux qui veulent la réécrire. Voilà. Je trouve qu'on a beaucoup trop d'instrumentalisation de l'histoire dans le débat politique. Vous avez certains qui expliquent qu'il faudrait déboulonner des statues, qu'il faudrait taire un certain nombre de moments de notre histoire. Puis vous en avez d'autres qui expliquent qu'il faudrait glorifier un certain nombre de moments et réécrire l'histoire pour expliquer que ces moments-là, finalement, n'auraient pas été ceux que nous pensons. L'histoire, c'est un bloc, voilà, avec ses triomphes, avec ses gloires, avec ses moments d'ombre aussi. Et d'ailleurs, souvent, ce sont les moments d'ombre qui expliquent un certain nombre de triomphes et de gloires. Mais vous avez été choqué par ce qu'a dit Ramayad précisément. Est-ce que vous trouvez que c'est ce qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture, l'effacement de la culture qui passe par déboulonner des statues? Oui, c'est pas des positions nouvelles. On entend un certain nombre de personnes qui revendiquent cela. Moi, je pense que c'est très minoritaire dans le pays. Vous êtes conscient que c'est une tendance lourde qui vient des pays anglo-saxons, mais qui frappe aujourd'hui la France de plus en plus. J'entends qu'il y a des personnes qui veulent importer cette tendance des pays anglo-saxons en France. Ce que je vous dis, c'est que je ne crois pas une seconde qu'une majorité de Français soit derrière cette tendance-là. Des Français, non, mais parfois des universitaires, parfois des responsables politiques qui ont, j'allais dire, qui sont dans le débat public et politique. Donc c'est quand même parfois des pionniers dans leur domaine. Mais c'est pour ça qu'il faut leur répondre. Et il faut là-dessus opposer une autre vision qui est celle que nous portons, qui est que l'histoire, elle se regarde d'un bloc, avec aussi ces moments d'ombre. Et que déboulonner une statue ne fera jamais mieux vivre quelqu'un aujourd'hui. Qu'on ne me fasse pas croire qu'une personne qui subit aujourd'hui des discriminations dans notre pays, du fait de son origine sociale, géographique ou de sa couleur de peau, vivra mieux parce qu'on déboulonne une statue. Oui, je veux dire, c'est pas vrai. Vous dites qu'il faut répondre à tout ça, mais qu'est-ce que vous pensez du fait que cette culture woke ou cancel culture puisse infiltrer, par exemple, les milieux universitaires? Vous faites quoi pour contrer ça? Moi, je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. Je vous l'ai dit. Il faut, je pense, s'y opposer politiquement, avoir un discours politique. Et puis ensuite, il peut y avoir un travail dans les universités. C'est ce qui est mené notamment par Frédéric Vidal pour, là aussi, avoir un autre discours qui est porté, qui est mené, et empêcher qu'un certain nombre d'universités deviennent finalement noyautées par ce discours-là et deviennent des relais. Elles le sont déjà ou vous pensez qu'elles risquent de le devenir? Il peut y avoir du débat, encore une fois. Vous étiez les premiers à dire tout à l'heure que c'est important qu'on puisse débattre en démocratie et que des personnes qui ont des points de vue différents, même s'ils sont radicalement différents, puissent débattre. Il peut y avoir du débat. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on ait des institutions, ça peut être des médias, ça peut être des universités, qui deviennent
entre guillemets, otages du relais d'un discours qui n'est pas le discours qui représente l'ensemble des Français. Il y a un débat étrange qui est apparu ces derniers jours. On dit « il », on dit « elle ». Est-ce qu'on doit dire aussi « yel », comme le propose le Robert? Que pensez-vous de ces pronoms nouveaux qui pénètrent la langue? Et certains dans votre gouvernement s'y opposent, et d'autres s'en réclament et ils trouvent ça favorable. Ils sont favorables, pardonnez-moi. On a toujours été clair depuis le début de ce quinquennat sur notre position sur l'écriture inclusive. On a pris une circulaire dès le début du quinquennat pour dire... Entre Madame Elisabeth Mais la position du gouvernement, elle est claire. Pas d'écriture inclusive dans les documents officiels. Pas d'écriture inclusive à l'éducation nationale. Mais Mme Moreno, elle considère c'est bien quand même, non? J'ai pas vu les déclarations. Ça vous laisse échapper? Mais je vais vous dire, dès lors que la position du gouvernement, elle est claire. Et donc elle n'a pas la position du gouvernement. On n'utilise pas l'écriture inclusive dans les documents officiels, dans l'éducation nationale. Il y a une position qui a été clairement exprimée. Attendez, au-delà de l'écriture inclusive, puisque derrière l'écriture inclusive, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a des théories ou des idéologies. Par exemple, le YEL, Madame Moreno défend et trouve que c'est une avancée. Est-ce que pour vous, non, au contraire, vous dites qu'il faut sanctuariser la langue française et que ne faut pas... Mais non seulement je vous le dis, mais c'est ce qu'on a fait, encore une fois, en prenant des textes très tôt, il y a plusieurs années maintenant, et qu'on fait appliquer. Vous ne trouvez pas de YEL ou de je ne sais quoi dans des documents officiels, dans des documents de l'éducation nationale. Évidemment, on a une ligne qui est très claire, qui est appliquée. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, j'entends que ces sujets sont importants, et qu'il faut en parler. Mais je veux dire, une fois qu'on a dit les choses clairement, je ne sais pas si le fait de passer du temps d'antenne énorme sur ces sujets-là, ça reflète aujourd'hui les inquiétudes ou les angoisses des Français. Le ministre de l'Éducation s'en est saisi et quand il s'agit d'école, il nous semble que c'est essentiel pour l'avenir. Parce qu'on a rappelé les choses très clairement et encore une fois, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a pris des mesures très claires sur ce sujet-là. Êtes-vous aussi clair, Gabriel Attal, sur les autres sujets, notamment sur l'international, la frontière? Il y a eu, semble-t-il, un peu de friction sur la ligne entre certains membres du gouvernement. Nous parlerons également Brexit, les pêcheurs, nos pêcheurs français, c'est un sujet essentiel. On se retrouve dans quelques minutes à peine. À tout de suite. Et on reprend le fil de notre entretien. Permettez-moi une précision. Nous avons parlé de Ramayad. Je voudrais préciser que son interview a été accordée à l'Express. C'est toujours bien de rappeler, évidemment, chez nos confrères où s'est déroulé cet entretien. C'est à vous, Nicolas Barré. Le Brexit, Gabriel Attal, a des conséquences désastreuses pour les pêcheurs. Vous préparez un plan d'indemnisation pour ceux qui n'auraient pas eu leur licence de pêche accordée par les Britanniques. C'est en fait un aveu d'échec, finalement. Ça fait 1 an qu'on se bat sur ce sujet-là. On a pu obtenir un certain nombre de progrès puisque le nombre de licences qui n'étaient pas remises, qui n'étaient pas accordées a diminué, trop lentement de notre point de vue, mais il a diminué. On continue les négociations et les discussions dans un cercle européen pour faire appliquer l'accord. Si cette situation devait durer encore un peu, évidemment qu'il faut accompagner et indemniser les pêcheurs. C'est ça qui a été décidé, c'est sur ça qu'on travaille. Encore une fois, on a des pêcheurs qui ont, moi je veux le dire, été extrêmement patients, étaient extrêmement résilients face à des angoisses et des inquiétudes où ils se demandent tout simplement s'ils vont pouvoir continuer à travailler. On leur a demandé de fournir un certain nombre d'informations, je parle des autorités britanniques, ils ont tout transmis. Ils ont transmis toutes les preuves de l'antériorité de leur travail. Mais ça n'a pas marché. Mais alors, c'est un aveu. Si vous me dites on va indemniser ce qui est tout à fait normal les pêcheurs, c'est un aveu d'échec de cet accord du Brexit. Tant que les négociations durent et qu'on ne peut pas accorder l'ensemble des licences qui sont aujourd'hui demandées, qui sont dues à nos pêcheurs, évidemment qu'il faut les accompagner. Mais qui sont dues, donc il y a un problème dans les négociations. Ah bah oui, bah c'est pas aujourd'hui qu'on le découvre. C'est pas pour chercher un responsable, mais qui a échoué? Est-ce que c'est M. Barnier qui a été quand même le négociateur en chef? Que s'est-il passé pour qu'on arrive à cette situation? Vous avez un accord qui a été signé au moment du Brexit. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que les négociations et les discussions sur cet accord avaient duré très longtemps, avaient beaucoup tardé. Pourquoi? Parce que la France s'opposait à la signature de cet accord dès lors qu'il n'était pas suffisamment protecteur pour nos pêcheurs. Et qu'on a obtenu dans le finish, comme on va dire, dans les dernières lignes droites, des avancées pour protéger nos pêcheurs. C'est pour ça que finalement l'accord a été signé. Aujourd'hui, le problème, c'est pas l'accord. C'est le fait que les Britanniques ne respectent pas l'accord. C'est ça la difficulté. L'accord qui a été signé. Et ça, vous ne vous en doutiez pas du tout. On ne demande ni plus ni moins que de voir l'accord signé, respecté. Donc c'est pas Michel Barnier qui a mal négocié. L'accord, encore une fois, il a été négocié de manière très protectrice. Donc Michel Barnier a bien négocié. On veut savoir, c'était quand même lui qui, d'ailleurs, s'en est félicité. Il a écrit un livre là-dessus. Est-ce que vous avez considéré qu'il n'a fait aucune erreur? Moi, ce que je vous dis, c'est que ça a été un travail très difficile, que l'accord il a été négocié par Michel Barnier pendant un certain temps, que finalement on a signé cet accord précisément parce qu'on a obtenu des progrès dans les derniers jours de négociation de cet accord. Encore une fois, c'est nous, c'est parce qu'on s'est mobilisé qu'on les a obtenus. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que l'accord soit respecté. On ne dit pas que l'accord n'est pas suffisamment, on dit pas que l'accord n'est pas suffisamment bon pour nos pêcheurs. On dit qu'il est bon, mais qu'on veut qu'il soit respecté parce qu'il a été signé
par les Britanniques. Et le fait qu'ils ne refusent de respecter des mesures d'un accord qu'ils ont signé avec l'Europe, ça montre qu'ils ne connaissent pas cet accord et qu'ils ne connaissent pas l'Europe. Parce que l'Europe, elle ne se laissera pas faire. Et je peux vous dire qu'en ce moment, on agit parce qu'il n'y a pas que le sujet de la pêche, il y a d'autres sujets sur l'Irlande du Nord sur lesquels on se mobilise au niveau européen. Alors, qui dit Brexit dit Europe, et qui dit Europe dit Pologne en ce moment. Alors, on a parlé beaucoup du mur que veulent construire les Polonais devant ce qu'ils appellent l'invasion migratoire en ce moment. C'est la formule du gouvernement polonais. Première question, acceptez-vous cette formule d'invasion migratoire dans les circonstances? Et deuxième question, acceptez-vous justement cette idée de la nécessaire construction d'un mur pour protéger la frontière polonaise, mais aussi européenne? D'abord, il y a une instrumentalisation migratoire. Vous le savez, on le sait, il y a plusieurs milliers de migrants qui ont été instrumentalisés par la Biélorussie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des avions, puis ils ont mis en place des bus pour aller les chercher et pour les masser à la frontière polonaise, aussi à la frontière lettonne et à la frontière de la Lituanie. Pourquoi? Mais pour faire peur en Europe, pour diviser les Européens, pour leur donner l'impression, le sentiment qu'il y a effectivement ou qu'il y aurait une invasion. Ce qui nous a étonné cette semaine, c'est que le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, affirme qu'il ne veut pas d'une Europe qui se hérisse de barbelés ou se couvre de murs. Vous avez dit que la France n'a pas donné de leçons sur le sujet. Bruno Le Maire affirme que la Pologne est dans son bon droit. Entre toutes ces positions, quelle est celle du gouvernement? Alors je vais vous répondre. D'abord, notre position, c'est de dire qu'il faut que cette situation qu'on constate à la frontière de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne cesse. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé au niveau européen, que le président de la République a échangé avec Vladimir Poutine pour aller vers la désescalade. Donc c'est quoi les priorités? La première priorité, c'est de stopper ces flux et d'arrêter cette instrumentalisation et d'avoir même des retours. On voit qu'il commence à y avoir des résultats puisque vous avez plusieurs centaines de migrants qui ont été reconduits, rapatriés dans leur pays d'origine. Poussés par la misère, poussés par d'autres, il y aura toujours... Là, en l'occurrence, Sonia Mabrouk, ce n'est pas une route migratoire établie. Vous avez des autorités biélorusses qui sont allées les chercher. La deuxième priorité, je vais y venir, la deuxième priorité, c'est l'aide humanitaire. Et ça, on travaille avec le Haut Commissariat aux réfugiés. Pourquoi? Parce que l'hiver arrive, vous avez des femmes, des enfants, des hommes qui sont dans des situations terribles. Et donc, on se mobilise, on apporte des couvertures, de la nourriture. Ça va de soi. Et la troisième priorité, c'est protéger les frontières de l'Union européenne et aider ces pays à protéger leurs frontières. Qu'est-ce qu'on a fait pour les aider à protéger leurs frontières? Pourquoi vous ne répondez pas? Je vais y venir, mais si vous me permettez juste d'expliquer ce qu'on fait et nos priorités. J'entends que la question du mur, vous posiez la question du mur. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ce sujet. Je vais vous la donner. Notre position, c'est de dire que ces pays doivent pouvoir protéger leurs frontières, qu'on est solidaire avec eux pour ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On leur a apporté une aide avec Frontex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des forces de sécurité, un hélicoptère, des moyens très concrets pour protéger leurs frontières. Donc ils ne veulent pas. La Lettonie et la Lituanie a eu recours à ces moyens. La Pologne, effectivement, n'y a pas encore eu recours. Ils sont à leur disposition. Sur la question du mur, parce que j'y viens, moi, ce que je vous dis, c'est que je n'ai pas de leçon à donner aux Polonais sur la manière dont ils veulent protéger leurs frontières face aujourd'hui à une instrumentalisation migratoire et à un régime biélorusse qui masse des migrants sur leurs frontières. C'est ça que je dis tout simplement. Pourquoi pas, quoi, en gros, vous dites. Je le dis, on parle de solidarité européenne. On dit, et c'est la réalité, que ces actions du régime biélorusse, elles visent notamment à nous diviser en Europe. C'est ça l'objectif. Les images qu'on voit circuler sur les chaînes d'information, c'est eux qui les réalisent. Mais ça divise votre gouvernement. C'est eux qui les transmettent. Ça divise jusqu'à votre gouvernement. Je ne crois pas du tout. Non, vous n'êtes pas sur la même position. C'est pas qu'on cherche vraiment les différences, mais vous n'êtes pas sur la même position. Clément Beaune, très sincère, ça le choque de voir une Europe avec des murs qui s'érigent. Vous nous dites non, on n'a pas à donner de leçons et on doit garder nos frontières. À ma connaissance, il n'a pas dit je demande aux Polonais de ne pas se protéger par tous les moyens qu'ils souhaitent, etc. Vous pouvez être désolé par une situation d'escalade d'une manière générale, évidemment, mais encore une fois, ils sont face à une situation de pression, d'instrumentalisation de la part du régime biélorusse. On n'a pas, nous, à leur donner de leçons sur la manière dont ils veulent protéger leurs frontières dans ces conditions-là. Ça ne nous empêche pas, évidemment, d'être désolés par cette escalade. Mais les principaux responsables de cette escalade, c'est quand même le régime biélorusse. Alors, on va retourner la question différemment. Est-ce que la Pologne, en protégeant les frontières européennes, est un modèle aujourd'hui parce que une partie de son peuple considère qu'il y a une menace existentielle? Est-ce que vous approuvez cette méthode aujourd'hui de garder la frontière, de dire il y a une menace existentielle qu'ils considèrent, on ne dit pas c'est bien, c'est pas bien, et c'est la bonne manière de faire? La même ligne que celle que j'évoquais tout à l'heure pour la France. C'est-à-dire faire respecter nos règles et nos frontières, évidemment qu'on la défend au niveau européen. Si on a obtenu le doublement des effectifs de Frontex dans les années à venir, c'est parce qu'on s'est mobilisé sur ce sujet-là. Un des enjeux de la présidence française de l'Union européenne, ce sera évidemment aussi cet enjeu-là.
Donc évidemment que faire respecter nos règles, faire respecter nos frontières, ça vaut en France, mais ça vaut aussi au niveau européen. Y compris avec un pays dont vous ne partagez pas les valeurs, parce que sur la Pologne, évidemment, avec les réformes de justice, vous avez dit que ce n'était pas normal. C'est-à-dire vous soutenez aujourd'hui un pays dont vous avez dit il y a quelques semaines... Ce que je dis, c'est qu'il y a différents sujets. D'accord, donc vous faites la part des choses. Mais vous avez la question de l'état de droit, c'est-à-dire du respect de la justice, des institutions, de la liberté de la presse. On en parlait tout à l'heure. De ce point de vue-là, effectivement, l'Union européenne, elle doit faire respecter les règles de l'état de droit. Et c'est pour ça qu'il y a potentiellement des sanctions qui peuvent être engagées sur les financements européens. Ensuite, vous avez le débat politique en Pologne sur des sujets de société. Là, il y a un combat politique. Voilà. Et puis vous avez la question des frontières, où là, comme à tous ses États membres, l'Union européenne, évidemment qu'elle doit assistance et soutien pour protéger sa frontière. Et c'est ce qu'on fait en mobilisant les effectifs de Frontex. Merci Gabriel Attal, on arrive à la fin de ce grand rendez-vous. Merci d'avoir été notre invité ce dimanche. Je remercie évidemment mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barré. Et puis on va donner rendez-vous à nos téléspectateurs et auditeurs ce soir à partir de 20h50 pour le débat des Républicains. Vous serez à l'écoute ? J'essaierai de regarder effectivement une partie. Ouais. Présenté évidemment par Laurence Ferrari et moi-même, on vous dit à ce soir. Merci beaucoup.